Merci d'être avec nous sur Web Info TV. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'actualité. Au Sud Kivu, reprise des combats dans les territoires des Calais où les rebelles de l'F-123 ont pris le contrôle de plusieurs localités après de violents affrontements avec le groupe autodéfense Wazalendo. Face à l'avancée des rebelles, le millier d'habitants ont fui leurs habitations, redoutant une extension des hostilités vers d'autres zones. Reportage. Les combats ont éclaté dans la journée du 6 avril 2026 dans la province du Sud Kivu entre les militaires de l'AFC M23 et les éléments Wazalendo. Les affrontements se sont déroulés dans les groupements des Iralo, chefferie des Buhavu, dans les territoires des Calais et au Sud Kivu. Les échanges entre les deux groupes armés hostiles se sont passés dans les localités de Bunje et Bushugulu, précisément sur l'axe Kaziba, Katale, Kafulula, Katanga, où les éléments Wazalendo auraient cédé des territoires qu'ils contrôlaient au profit de ceux de l'AFC M23. Parmi les groupes d'autodéfense impliqués, on y cite notamment les Kopako dirigés par Kirikicho Mirimba, les MCDPIN des Grévis Nsiparangira et celui des Haguma Kanyengwenye. Un terrible revers encaissé par ces troupes alliées aux forces armées de la République démocratique du Congo qui a mené à la chute des localités telles que Kaziba, Katale, Kafulula, Katanga, Panana, Braza, Bushege et Lulamba avant même le début de la soirée. Les éléments du M23 seraient d'ailleurs en marche vers d'autres localités du site Kivu, avec en ligne de mire Tushunguti, chef-lieu du groupement des Iralo, obligeant les habitants de Kachebere, Tushunguti, Ruchuru, Kirambo et Bunyangungu à prendre fuite. Ces combats interviennent dans un contexte où le pourparler des Doha reste en veilleuse avant leur éventuelle reprise en Suisse pour des raisons d'insécurité dans la capitale du Qatar. Une accalmie s'observe par ailleurs sur plusieurs fronts au nord Kivu. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, dénonce avec fermeté l'accord conclu entre la RDC et les États-Unis pour l'accueil des migrants expulsés. Dans un communiqué publié à Kinshasa, l'organisation parle d'un échange migratoire et exige l'annulation immédiate de cet accord, jugé contraire aux priorités d'un pays déjà confronté à de multiples crises. Le détail dans cet élément de reportage. Le mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha hausse les tons contre les gouvernements congolais. Dans un communiqué publié le 5 avril à Kinshasa, l'organisation condamne fermement l'accord conclu avec les États-Unis visant à accueillir sur le sol congolais des migrants expulsés des territoires américains. Qualifiant la République démocratique du Congo des décharges migratoires, la Lucha dénonce une décision inacceptable du régime du président Félix Tshisekedi. Le mouvement estime que cet accord traduit une sous-traitance des politiques migratoires américaines vers un État déjà fragilisé. Dans son argumentaire, la Lucha pointe une réalité brutale, celle d'un pays confronté à de multiples crises internes. Insécurité persistante dans l'Est, notamment liée aux violences attribuées au groupe rebelle M23, inondations récurrentes, manque d'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux infrastructures de base. Pour l'organisation, ces défis devraient constituer la priorité absolue des autorités congolaises. Un État incapable de protéger ses citoyens ne peut prétendre accueillir ce que d'autres rejettent, martèle les communiqués dénonçant une imposture politique. La Lucha s'inquiète également d'une tendance internationale consistant, selon elle, à externaliser la gestion des flux migratoires vers des pays plus vulnérables. Face à cette situation, le mouvement exige l'annulation immédiate de l'accord et met en garde contre toute tentative de transformer la RDC en zone de transit ou en solution de repli pour les puissances étrangères. Un débat sensible qui relance les questions de souveraineté, de dignité nationale et des priorités politiques dans un contexte déjà sous tension. Le nouveau commandant de l'aéroport de Beni est officiellement entré en fonction. Sébastien Kadiale a présenté ses civilités ce mardi au gouvernorat du Nord Kivu en présence du commandant sortant. Accueilli par le vice-gouverneur et commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, cette rencontre marque une étape clé dans la continuité des services aéroportuaires dans un contexte sécuritaire sensible. Reportage.
Le nouveau commandant de l'aéroport de Béni, Sébastien Kandjalé, a présenté ses civilités au gouverneur du Nord Kivu ce 7 avril 2026. Il était accompagné du commandant sortant et a été reçu par le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa. Nous sommes venus ici faire la remise de reprise pour les deux commandants. Il y a le commandant sortant, M. Abedi, qui a pris aux autorités de lui envoyer à Kisangani. Et M. Kandjali, qui sera avec vous ici comme Yankee Delta de l'aéroport de Mavivi. Nous sommes venus les installer pour assister à leur remise de reprise avec mon ami de l'administration, l'assistant Papi qui est là. Et puis, il va commencer à travailler avec vous ici. Sébastien Kandjalé est conscient des défis liés à la démographie, à l'implantation du chef-lieu de la province du Nord Kivu à Béni et à l'incendie récent à l'aéroport. Il s'inscrit alors dans la dynamique de reconstruction et de modernisation de l'aéroport de Béni-Mavivi qui est déjà en cours et portera désormais le nom de Aéroport international Étienne Tshisekedi. Il a plu au directeur général de la RVA de nous donner des grandes missions, à savoir la redynamisation des services et la réorganisation de tout ce qui va avec l'aéroport de Béni. Mais là, du coup, je vais placer un mot de gratitude envers son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour tous les efforts qu'il ne cesse de faire, de déployer. Nous voyons d'abord les travaux de l'enregistrement de la piste où il joue un rôle capital et tous les contacts qu'il ne cesse de mener auprès du VPM du transport à Kinshasa. En tout cas, dès que je puisse lui placer des mots de gratitude par rapport à tout ce qu'il fait pour la RVA Béni-Mavivi. Et je suis conscient de ces défis et avec l'aide de tout le monde, je sais que nous serons à la hauteur. Madame Safi, envoyée spéciale de la RVA RDC, était présente pour superviser cette audience de civilité et, dans les heures suivantes, la cérémonie de remise et reprise. Le commandant sortant laisse après lui un personnel socialement à l'aise, a-t-il indiqué. Le diplomate américain James Swan a officiellement pris ce mardi 7 avril 2026 les rênes de la MONUSCO en République démocratique du Congo, succéda à Bintou Keïta. Une prise de fonction dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant dans l'est du pays où de violences armées persistent. Plus de précisions dans cet élément. Un nouveau visage à la tête d'une mission sous haute tension. Mardi 7 avril 2026, James Swan a officiellement pris ses fonctions comme représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, succédant à Bintou Keïta. Il hérite des mandats délicat dans un contexte sécuritaire toujours critique, particulièrement dans l'est du pays où les civils continuent de payer les prix forts des violences armées. La nomination de James Swan intervient alors que la mission onusienne entame une nouvelle phase de son engagement, encadrée par la résolution 2808 du Conseil de sécurité adoptée en décembre 2025. Ce texte prolonge les mandats de la MONUSCO jusqu'au 30 décembre 2026, tout en définissant ses priorités stratégiques. Parmi celles-ci, le suivi rigoureux des accords de paix régionaux, notamment ceux conclus à Washington et à Doha, afin de consolider un cessez-le-feu durable dans les zones en proie au conflit. Sur le terrain, les défis sont multiples et complexes. L'évolution des menaces marquée par l'utilisation accrue des technologies militaires sophistiquées, drones suicides et missiles solaires impose une adaptation rapide des capacités opérationnelles. La brigade d'intervention de la MONUSCO est désormais autorisée à mener des opérations ciblées pour contenir ces nouvelles formes de violence. Mais au-delà de la réponse militaire, la mission reste centrée sur la protection des civils. Les mandats insistent sur la lutte contre l'impunité, notamment en matière de violences sexuelles et d'atteinte aux droits des enfants, ainsi que sur les renforcements des mécanismes judiciaires congolais. Diplomate chevronné, James Swan devra également jouer un rôle clé dans la coordination humanitaire alors que des milliers de déplacés internes vivent dans des conditions précaires.
Entre exigences sécuritaires, impératifs humanitaires et pression diplomatique régionale, sa mission s'annonce comme un véritable test. Dans un environnement aussi volatile, la capacité du nouveau chef de la MONUSCO à conjuguer fermeté militaire, finesse diplomatique et réponse humanitaire sera déterminante. Au-delà de la stabilité de l'Est congolais, c'est aussi la crédibilité même de la mission onusienne qui se joue. En visite dans la cité d'Inkamba, le président Félix-Antoine Tshisekedi a annoncé son élévation au rang de ville sainte en hommage de Simon Kimbangu, une décision historique aux implications spirituelles, culturelles et de développement que nous vous proposons de découvrir dans cet élément. Le 6 avril 2026 marque un tournant majeur dans l'histoire spirituelle et culturelle de la République démocratique du Congo. En visite officielle à Kamba, le président Félix-Antoine Tshisekedi a annoncé l'octroi d'un statut spécial à cette cité emblématique du kimbanguisme, désormais élevée au rang de ville sainte. Cette annonce intervient à une date hautement symbolique, celle de la commémoration du début du ministère de Simon Kimbangu à 1921. Érigée en journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, cette journée fériée rend hommage à une figure majeure de la résistance spirituelle et de l'émancipation africaine face à la colonisation. Devant une foule nombreuse de fidèles vêtus de vert et de blanc, le chef de l'État a officialisé cette décision historique, saluée par des acclamations. Je viens de prendre une nouvelle décision, celle de donner un statut spécial à la cité de Kamba. Elle devient désormais ville sainte, a-t-il déclaré, inscrivant ainsi ces lieux au cœur de l'identité spirituelle nationale. Au-delà de sa portée symbolique, ces nouveaux statuts ouvrent la voie à d'importantes transformations. Kamba pourrait bénéficier d'un régime administratif particulier adapté à son rôle de centre de pèlerinage international. Des investissements accrus dans les infrastructures sont également envisagés afin d'améliorer l'accueil des millions de fidèles qui s'y rendent chaque année. Par ailleurs, cette reconnaissance pourrait renforcer les rayonnements culturels et diplomatiques de la cité avec l'ambition de la positionner parmi les hauts lieux du patrimoine religieux mondial. Cette décision vient également consolider les relations entre l'État congolais et l'Église kimbanguiste représentée lors de la cérémonie par son chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani. Elle consacre Kamba, surnommée la Nouvelle Jérusalem, comme un bastion de la conscience africaine et un symbole fort de l'héritage religieux né sur les sols congolais. Réagissant à cette commémoration, l'opposant Jean-Claude Vouemba, membre de la plateforme Sauvons la RDC, interpelle le président Félix-Antoine Tshisekedi sur ce qu'il qualifie de tentative de récupération politique de cette date symbolique. Il rappelle par ailleurs la portée politico-prophétique du message de Simon Kimbangu pour la nation congolaise ainsi que son engagement dans l'instauration de cette journée fériée. Suivez ses propos. C'est une date très importante en ce qui concerne nous, les Congolais et les Congolaises. Tout simplement, c'est à travers des années passées que Fumu, le prophète Simon Kimbangu, a lancé son message fort, en disant aux colonisateurs belges que bientôt, c'est l'homme noir qui deviendra l'homme blanc. C'est qu'on est en train de vivre à ce jour. À l'époque, il était le seul à braver les Belges. Donc cet honneur qui revient aujourd'hui, après des années de balbutiement, que Fumu Kimbangu a agi, et non en tant que prophète, non en tant que religieux, mais en tant qu'un visionnaire qui avait l'Esprit Saint entre lui en le lançant en face de Belges. C'est de ça, à partir de ce moment, que vous voyez, jusqu'à ce que le mouvement nous a conduit jusqu'à l'indépendance et jusqu'à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc ce n'était pas l'homme politique, en sachant que le Congo est un État laïque, mais Fumu Kimbangu, en tant que précurseur de ce message politique resté
dans l'univers. Honorable, quelle a été donc votre contribution pour que la journée du 6 soit décrétée journée fériée et quel message apportez-vous au peuple congolais? Vous savez, quand j'ai été élu président de l'Assemblée provinciale en 2021, je me suis attaché à cette tâche dès lors que le pasteur régent de la province du Congo central, le pasteur de Matadi, Ngadi, qui est venu me voir pour me demander jusqu'à ce jour pourquoi ça traîne l'ordonnance que doit signer le président de la République. Je me suis mis en train d'harceler le gouvernement congolais. 2 ans après, en Kamba, j'ai lancé une offensive menaçant en disant que nous ne pouvons plus attendre l'ordonnance de M. Tshilombo pendant autant d'années. Et c'est à ce moment-là, à 3 jours de l'anniversaire, qu'il sortira l'ordonnance. Ce qui a été quelque chose de bien pour reconnaître cet homme. En ce qui concerne ce que je retiens de ce message, vous savez, de nos jours, les gens sont des égaux. Il n'y a que l'égo-système qui veut prôner le Congo. Un Fumu Kimbangu qui le dit à ce temps-là. Et aujourd'hui, nous, Congolaises et Congolais, nous devons continuer à nous martyriser. Ne pouvons-nous pas nous asseoir pour trouver des solutions quelques années après, 65 ans après l'indépendance, que nous souhaitons à chacun la mort, à chacun la vie? C'est de ça que je tire ma conclusion de sagesse en disant que nous devons nous inspirer, que nous soyons dignes d'être des successeurs du Fumu prophète Simon Kimbangu. À Lubumbashi, des milliers de fidèles kimbanguistes ont préparé hier lundi à une nouvelle marche commémorative en hommage du prophète Simon Kimbangu. Partis du cimetière Sapin, ils ont sillonné plusieurs grandes artères de la ville, accompagnés du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, avant de chuter à la cathédrale en face de l'Institut Salama. Reportage. À Lubumbashi, l'ambiance était festive ce lundi 6 avril 2026 pour les fidèles de l'église kimbanguiste, et cela à l'occasion de la commémoration du combat du prophète Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Des milliers de fidèles de cette église se sont mobilisés pour honorer sa mémoire. La marche a connu la participation très significative du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, preuve de son attachement au combat mené par le prophète Simon Kimbangu. Quelques membres du gouvernement provincial ont aussi arpenté les principales artères de Lubumbashi. Les activités ont débuté par un grand carnaval parti du cimetière des Sapins, lieu historique où fut inhumé provisoirement Simon Kimbangu après que le prophète a purgé 30 ans à la prison de Kasombo, toujours à Lubumbashi. Dans une procession animée par la fanfare de l'église, chants religieux, danses et messages montrant la souffrance du prophète Simon Kimbangu et de sa femme Maman Mouilou ont marqué tout le parcours du carnaval à travers plusieurs artères de la capitale du cuivre. Les fidèles kimbanguistes venus des différents coins de Lubumbashi ont, par la participation à cet événement, exprimé leur attachement aux valeurs de la liberté prônées par le prophète Simon Kimbangu, notamment la foi, la dignité africaine et la résistance spirituelle. Les kimbanguistes du Haut-Katanga et du monde entier ont réaffirmé que cette journée ne se limite pas à une simple commémoration, mais est une journée de réflexion et de pérennisation du combat mené et de l'héritage laissé par Simon Kimbangu. Ce carnaval a abouti par un culte organisé à la chapelle mère de l'église dans le Haut-Katanga, auquel ont pris part les fidèles et plusieurs invités. Pour rappel, c'est depuis le 6 avril 1921 que le prophète Kimbangu a commencé à prêcher l'émancipation de l'homme noir face à la colonisation. Et en 2021, le gouvernement congolais, sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reconnu la lutte de Simon Kimbangu et a décrété la date du 6 avril chômée et payée. C'est la fin de ce numéro d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci de partager, liker et commenter cette édition d'actualité. Merci et à très bientôt.